Savez-vous pourquoi vous avez toujours été attiré par l'espace ? Comment la philosophie, la politique et la justice s'emparent-elles de cette question ? L'équipe INRES vous présente un entretien extraordinaire d'un professeur de philosophie, Thibaut Grèce. Spécialiste de René Descartes, il nous explique que la conquête de l'espace et la volonté de terraformer d'autres planètes sont certes des sujets d'actualité, mais qu'ils ont également occupé les esprits des siècles passés. Pour célébrer la sortie de la nouvelle création insolite INRES TV, le jour où les terriens sont devenus extraterrestres, voici une entrevue originale avec Thibaut, l'un des intervenants du documentaire. Bonne écoute à toutes et à tous. Que dire de cette tendance de l'humain à vouloir aller au-delà de ce qu'il connaît ou perçoit, tout en se sentant supérieur, en se plaçant au-dessus de ce qu'il ne connaît pas ? Pourquoi d'un coup, l'homme a-t-il souhaité découvrir de nouveaux territoires, des ailleurs ? A-t-il voulu rencontrer même inconsciemment une altérité ? Quel est votre avis à ce sujet ? Concernant la tendance des humains à vouloir en connaître toujours plus, à aller au-delà du connu, je peux vous proposer une réponse un peu philosophique en faisant appel à Aristote. Dans la métaphysique, dans le livre Alpha, la première phrase d'Aristote, c'est que tous les hommes désirent naturellement connaître. Et donc, il considère que les humains ont une tension vers l'inconnu, une tension vers quelque chose qui ne leur est pas encore familier et qui va les porter en permanence comme un moteur qui les porterait justement vers ce qui n'est pas connu, vers ce qui n'est pas familier. Et ça donne finalement véritablement l'état d'esprit constant des humains. Et c'est extrêmement intéressant parce que ça revient à dire que ce qui est connu ne suffit pas, ne rassasie pas cette espèce de tension. Et en même temps, le paradoxe, c'est que quand on va vers l'inconnu, pour essayer de lui donner un sens, on plaque ce qu'on connaît déjà. Donc il y a une manière, si vous voulez, d'interpréter l'inconnu à partir du connu, et qui fait qu'on va en général retrouver ce qui nous est déjà familier dans ce que pourtant nous ne connaissons pas du tout. Alors la manière dont nous percevons finalement les autres peuples que nous ne connaissons pas, que nous découvrons, soit volontairement, soit involontairement, en effet est assez problématique, et je crois que c'est d'abord lié au langage. Je pense qu'il est très déroutant de rencontrer des langues strictement incompréhensibles, strictement inconnues. Barbare, à l'origine, c'est vraiment une manière de nommer une espèce de dialecte incompréhensible. Et donc, l'obstacle de la langue, l'obstacle de l'incompréhension linguistique est premier, et en effet donne l'impression que c'est l'autre qui parle n'importe comment. Et de ce point de vue-là, vous avez entièrement raison, il y a sans doute un sentiment de supériorité, mais qui est sans doute induit par le problème linguistique. Par ailleurs, en effet, les décalages de civilisation, les différentes manières culturelles de se comporter, donnent sans doute à ceux qui conquièrent l'impression d'être supérieurs, ne serait-ce que parce que, en tant que conquérants, c'est eux qui sont venus. Et donc, il y a une espèce de présupposé selon lequel leur supériorité technique, de navigation, de développement ou de déplacement est la preuve que c'est leur culture qui est la meilleure par rapport à celle d'arrivée. Mais néanmoins, je dirais que du point de vue des conquérants, cette manière de voir est moderne. C'est-à-dire, c'est à partir du moment où la supériorité technique est devenue un critère d'évaluation que l'on a pu déduire de cette supériorité technique une supériorité civilisationnelle. Quand vous regardez les textes antiques, il n'y a pas ce mépris du conquérant pour le conquis, parce que la technique n'est sans doute pas un critère d'évaluation de la supériorité d'une culture par rapport à une autre. Alors, est-ce que l'homme essaye de rencontrer une altérité ou au contraire d'étendre son territoire, ou les deux ? C'est une question extrêmement difficile, pour deux raisons. La première raison, c'est que l'idée d'altérité, elle aussi, est une idée très moderne. Au fond, la notion d'altérité, elle va naître à partir du moment où vous mettez la conscience au centre de tout, et où la première conscience connue, c'est la sienne propre. Et à partir de cette conscience propre, à partir du fameux « je pense » de Descartes, la question de l'altérité se pose. C'est-à-dire, peut-être y a-t-il d'autres consciences, et on va penser à partir de nous, qui nous mettons au centre en tant qu'être conscient, ce qui n'est pas nous, c'est-à-dire la question de l'altérité. Mais c'est un problème relativement moderne, donc il est très peu probable que les mondes antiques ou médiévaux pensent ainsi les choses. En revanche, si on reste sur la question de la rencontre avec l'autre, ce qui est tout à fait probable, c'est que notamment dans le monde médiéval, et dans le monde médiéval chrétien, la question de savoir si les peuples qu'on rencontre descendent d'Adam et Ève, cette question-là se pose. Et quand on comprend ce qu'elle veut dire deux choses. Elle veut dire, avons-nous tous un ancêtre commun, et donc sommes-nous tous de la même humanité ? Sommes-nous une humanité adamique ou pas ? Et par ailleurs, elle veut dire
quel crédit accorder au texte biblique dès lors qu'on rencontre des peuples qui éventuellement descendraient d'Adam et Ève et qui pourtant ne sont pas mentionnés dans l'Ancien Testament ni dans le Nouveau. Et là, il y a un vrai problème de complétude du texte biblique. Comment pourrait-il y avoir des peuples qui ne sont pas évoqués s'ils descendent véritablement d'Adam et Ève ? Donc voilà, je dirais comment la question se pose par rapport à la rencontre avec autrui. Maintenant, la conquête territoriale, ça en effet, c'est une très vieille idée. On le comprend assez vite, d'une part du point de vue historique où on étudie les évolutions des empires, et puis d'autre part aussi dans les réflexions sur la guerre. Parce que très vite, dans l'Antiquité et grecque et surtout romaine en raison du droit, vont se poser des questions juridiques sur le type de guerre qui mérite d'être appelée juste. Qu'est-ce que c'est qu'une guerre juste ? Et dans la réflexion qui est menée, notamment chez quelqu'un comme Cicéron, dans l'Antiquité romaine, eh bien, la question de la conquête est au centre. Et il est très rare que les juristes de l'Antiquité romaine considèrent qu'une conquête soit juste, qu'elle soit légitime. Et c'est très intéressant parce que là, on comprend que en fait, la conquête est un phénomène fréquent et qu'en même temps, elle suscite une réflexion quant à sa légitimité, quant à sa validité juridique. Et en règle générale, les territoires étant suffisamment amples pour qu'une population s'y développe correctement, la question de la conquête, du point de vue de sa légitimité, est souvent plutôt déniée. Pour que les corps célestes ou que l'espace deviennent l'objet d'une conquête possible, il faut que ce soit à la mesure humaine et non plus démesuré par rapport au petit rôle humain. Donc il faut que l'espace, d'une certaine manière, soit désacralisé, désenchanté, et qu'il devienne un lieu purement physique, un lieu purement matériel qui n'a plus aucune autre dimension que celle de corps physiques qui se comprennent par la physique. De ce point de vue-là, du point de vue intellectuel, je dirais, la désacralisation de l'espace, elle a lieu à partir du moment où on s'autorise à penser le monde qu'on appelle supralunaire pendant très longtemps, c'est-à-dire au-delà de la Lune, exactement selon les mêmes règles que notre propre Terre et son atmosphère. Donc en clair, ça correspond à la révolution galiléenne du début du XVIIe siècle, où on unifie, où on commence à unifier les règles de l'univers. Tous les corps de l'univers appartiennent exactement aux mêmes lois et peuvent être expliqués par les mêmes lois. Le plus impressionnant dans cette mutation, c'est un siècle après avec Newton, qui nous dit au fond, la gravitation qui règle le mouvement des planètes est la même loi que celle qui explique pourquoi la fameuse pomme tombe sur notre propre Terre. Alors, concernant la question de la conquête des terres, on a quelque chose d'intéressant dans l'Antiquité grecque, notamment si vous comparez les deux écoles fondatrices de la philosophie grecque, entre Platon et Aristote. Platon avait fondé une école qui s'appelle l'Académie, et Aristote avait fondé le fameux lycée dont le nom a été conservé. Et dans l'Académie de Platon, les deux grandes disciplines étudiées sont la géométrie et la philosophie. Tandis que dans le lycée d'Aristote, qui est une école presque dissidente par rapport à l'Académie, on étudie de tout, c'est-à-dire on va étudier la botanique, on va étudier la biologie, on va étudier l'histoire, on va étudier la rhétorique et ainsi de suite. Et les étudiants du lycée sont invités à parcourir le bassin méditerranéen et l'Europe pour essayer de découvrir des formes animales, des formes végétales, et donc je ne dirais pas de conquérir, mais en tout cas d'aller vers l'inconnu pour essayer de faire une liste, une description, une taxinomie de tout ce qui existe sur Terre, sur la Terre accessible. Donc là, on voit la mentalité du lycée d'Aristote qui consiste véritablement à décrire tout ce qu'un être humain peut rencontrer, ce qui suppose naturellement d'aller à la rencontre de l'inconnu. Ça, c'est vraiment un point qui va marquer les mentalités pendant des siècles, puisque c'est plutôt la vision d'Aristote qui va s'imposer dans le monde médiéval jusqu'à la Renaissance. Et encore une fois, ça va s'imposer dans le monde occidental et aussi dans le monde arabophone. Et ça va, de ce point de vue-là, influencer tout le bassin méditerranéen pendant, sans exagérer, presque 1500 ans. Alors, il semblerait que la question astronomique, de toutes les sciences qu'on connaisse à l'heure actuelle, soit la plus vieille science connue, pratiquée par les humains. Et il est très probable qu'une grande partie des mégalithes soit une forme possible d'expression des connaissances astronomiques d'une époque donnée. Ne serait-ce que les menhirs de Karnak sont très vraisemblablement liés à des connaissances astronomiques de l'époque. Et ça commence bien avant l'Antiquité, ça commence dans les ères du Néolithique, et on a ce qu'on appelle des proto-écritures qui permettent de fixer d'une part les connaissances astronomiques et qui permettent d'autre part de déterminer des calendriers.
on a des calendriers antérieurs au monde antique connu. Donc il semblerait que ce soit vraiment un élément premier dans la connaissance humaine. Et pourquoi en est-il ainsi ? Il y a sans doute deux raisons essentielles. La première, c'est que l'astronomie, c'est d'abord et avant tout l'intrigue liée au Soleil, qui donne la lumière, qui donne la vie, et donc vouloir connaître ce dont provient la lumière et ce que c'est que ce Soleil est sans doute une préoccupation de toute éternité. Et par ailleurs, très rapidement, on a compris qu'il y avait un ordre dans le fonctionnement du ciel, que ça n'était pas chaotique, désordonné, etc. Et comme on avait l'impression que sur Terre, les choses évoluaient avec quelque chose d'instable, d'inconstant, alors que dans le ciel, les choses observaient une certaine constance, le ciel a très vite, sans doute, acquis un privilège par rapport à la Terre, privilège qui sans doute existe avant même l'Antiquité, et qui se retrouve néanmoins dans les idées considérées comme évidentes par les penseurs antiques. Par exemple, pour revenir à Aristote, Aristote oppose le monde sublunaire au monde supralunaire. Dans le monde sublunaire qui désigne la Terre et son atmosphère, il n'y a aucune constance, aucune loi, aucune permanence. Tout est en devenir constamment. Alors que dans le monde supralunaire, donc tout ce qu'il y a au-delà de la Lune, c'est-à-dire dans les différentes sphères, est constant et obéit à des règles absolument immuables. Donc ça, c'est très vraisemblablement le résultat de plusieurs siècles de réflexion sur la constance de ce qui s'observe dans les cartes du ciel, dans les observations astronomiques, qui encore une fois sont la première science humaine connue. Et ça donne une espèce d'opposition entre chez nous, où globalement ça ne va pas, c'est un monde très imparfait, et là-bas, comme disent les platoniciens, où tout est parfait, immuable et éternellement reproduit à l'identique. Nous sommes passés d'une vision géocentriste à héliocentriste. Que dire de l'évolution de la place de l'homme dans l'univers ? Quel est le regard de la religion chrétienne sur ce changement de paradigme, étant donné que l'univers a une part importante dans la Bible ? Y a-t-il eu un changement de perception de l'univers par la suite ? Un changement de perception philosophique, juridique et politique ? Étant donné que la conquête spatiale était d'abord une question de rivalité entre les nations. Alors comment a évolué la question du géocentrisme vers l'héliocentrisme ? C'est une question qui est très intéressante parce qu'elle montre parfois la manière dont on peut se représenter de manière un petit peu tronquée ce que signifie être au centre de l'univers et en même temps généraliser une position qui n'était au fond que celle d'Aristote dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité, à partir du VIe siècle, quand vous regardez en Grèce en tout cas, les grandes cosmologies de l'époque, énormément de cosmologies ne sont pas du tout géocentrées. Certaines vont dire qu'il y a un feu sacré, mais qui n'est pas la Terre, autour duquel tourne l'ensemble des planètes. Ce sera le cas de quelqu'un qui s'appelle Philolaos. D'autres vont déjà être héliocentriques au 5e siècle. Quelqu'un comme Héraclide, pas Héraclite, mais Héraclide, va défendre cette position-là. Et Aristote, lui, va défendre une position en effet géocentrée. Mais c'est une position parmi d'autres. Et il se trouve que la position d'Aristote, pour des raisons complexes, va l'emporter dans le monde médiéval et donc va déterminer en effet des positions géocentrées jusqu'à la Renaissance. Mais il faut bien avoir en tête que c'est vraiment une position parmi d'autres et que l'héliocentrisme existe déjà dans beaucoup de positions antiques avec des arguments excellents qui vont être repris en partie d'ailleurs par Copernic, qui n'est donc pas du tout le premier à fonder cette idée, mais c'est le premier à lui donner une assise mathématique extrêmement convaincante. Par ailleurs, quand vous examinez le monde chrétien, être au centre de l'univers n'est pas du tout une bonne nouvelle. Pourquoi ? D'abord et avant tout parce que Dieu et ses anges, il faut bien les placer quelque part. Et ils se trouvent dans l'Empyrée. Et l'Empyrée, c'est précisément ce qu'il y a au-delà de la sphère des fixes, c'est-à-dire c'est la partie la plus éloignée de la Terre. Vous voyez ? Et donc ça revient à dire que si nous sommes au centre de l'univers, nous ne pouvons pas être plus éloignés de Dieu et des anges. Rien n'est plus loin de Dieu et des anges que notre propre position. Et du point de vue chrétien, c'est vraiment une assez mauvaise nouvelle. Et on voit d'ailleurs que c'est une position très classique que de placer Dieu en marge de l'univers. On le voit chez Dante, par exemple, dans le paradis. Dante essaye de rejoindre Dieu et de traverser les différentes sphères célestes pour enfin pouvoir se présenter à Dieu. Et il y a bien pire que cela encore, c'est que dans la vision chrétienne, et sans doute aussi en grande partie musulmane, par quoi le centre de la Terre est-il occupé ? Et par le diable, puisque le diable a été projeté hors des cieux
contre la Terre, et il s'est retrouvé emprisonné à l'intérieur même de la Terre. Donc en réalité, le monde médiéval géocentré est un monde diabolo-centré. Le centre du monde, dans ce cas-là, c'est le diable. Et ça pose énormément de problèmes à beaucoup de penseurs chrétiens, parce que ça semble dire que le prince de ce monde, au sens géographique, c'est véritablement le diable. Alors, qu'est-ce que le géocentrisme et qu'est-ce que l'héliocentrisme ? Le géocentrisme est une thèse selon laquelle la Terre se trouve au centre géométrique de l'univers, ce qui suppose que l'univers soit clos, fini, qu'il ait une mesure possible et qu'il ne soit pas infini, et ça suppose que c'est une sphère dont on peut déterminer le centre. L'héliocentrisme consiste à placer le Soleil au centre de l'univers, mais il a le même présupposé que le géocentrisme, à savoir que l'univers est clos, qu'il n'est pas infini, et donc que ça a un sens de déterminer le centre géométrique de l'univers. Quand véritablement on va ouvrir l'univers à l'infini, ou quasiment à l'infini, ça n'aura plus de sens de dire que le Soleil est au centre, puisque dans un cadre infini, il n'y a pas de centre. Donc l'héliocentrisme est un progrès par rapport au géocentrisme, mais ça reste encore une position archaïque, au sens où l'univers est considéré comme très limité, et d'une limite telle qu'il soit possible d'en déterminer le centre. Alors, quand est-ce qu'apparaît l'idée que l'univers puisse être infini ? C'est une idée que vous trouvez là aussi dès l'Antiquité grecque. Certains Grecs considèrent que l'univers n'est pas fini, qu'il n'a pas une limite, parce que ça pose des problèmes logiques, ne serait-ce que qu'est-ce qu'il y a après la limite ? Toute limite implique un en dehors, mais si vous dites qu'il y a un en dehors, ça veut dire qu'il y a encore autre chose, et pourquoi est-ce que ça ne serait pas l'univers ? Donc il y a beaucoup de penseurs antiques qui considèrent que l'idée même d'un univers clos est une absurdité logique. Néanmoins, là aussi, Aristote l'emportant, et Aristote considérant que le monde est fini et qu'il forme une sphère finie, pendant des siècles et des siècles, on va considérer que l'univers est fini. Le vrai penseur qui va introduire intellectuellement l'idée que l'univers est infini, c'est quelqu'un qui s'appelle Nicolas de Cuse au XVe siècle, qui est un cardinal allemand, et qui va défendre l'idée que l'expression d'un Dieu infini ne peut elle-même qu'être, jusqu'à un certain point, infinie. Donc l'expression étant l'univers doit adopter une forme infinie. Et donc Nicolas de Cuse, dans notamment La Docte Ignorance, qui est un livre très important du XVe siècle, va défendre cette idée-là, bien avant Copernic. Et elle va être reprise au XVIIe siècle. La plupart des penseurs au XVIIe siècle, Descartes en tête, considèrent que l'univers ne peut pas être clos, au sens d'Aristote, au sens du monde médiéval, parce que ça soulève des contradictions, et parce que la puissance divine est telle qu'il ne serait pas cohérent qu'il ait produit un petit univers. Alors, est-ce que la conquête spatiale, au tout début, a modifié la manière dont les humains percevaient l'univers ? La chose dont on peut être absolument certain, c'est que dans la mesure où ça s'est passé durant la guerre froide, et que c'était un outil de rivalité entre les États-Unis et le bloc soviétique, la première perception de la conquête de l'espace est une prolongation d'un conflit terrestre. La prolongation en tout cas d'une rivalité terrestre, et à cet égard, ça doit donner l'idée qu'il n'y a pas de raison qu'un conflit terrestre s'arrête aux portes de la Terre. Et on peut l'étendre au-delà, et cet au-delà peut devenir l'objet d'un enjeu de rivalité dont l'origine est sur Terre. Et je pense que les problèmes qui concernent la conquête de l'espace gardent une certaine trace de cette idée d'une rivalité où il faut être les premiers à placer un satellite, où il faut être les premiers à envoyer des humains en orbite, etc. C'est pas forcément conflictuel, mais en tout cas, c'est quand même de l'ordre de la rivalité et de la compétition. Et il y a quand même l'idée que les nations sont en rivalité pour être les premières à faire cela. Bien que ça se soit un peu atténué avec le temps, quand on voit des collaborations dans les stations spatiales où vous avez plusieurs nationalités qui collaborent pour pouvoir poser des points fixes dans la conquête spatiale. Mais le point de départ, c'est quand même la rivalité. Et donc, de ce point de vue-là, je ne pense pas que ça modifie de manière très profonde la perception de l'univers. Je pense plutôt que ça étend la mentalité de ce qui se passe sur Terre au-delà de la Terre, dans un premier temps. Alors, est-ce qu'on est condamné à reproduire dans l'espace les comportements terrestres ? C'est difficile d'y répondre sur le long terme, mais ce qui est certain, c'est que quand vous lisez les grands textes qui ont essayé de réguler la conquête spatiale, le plus célèbre étant le traité de l'espace de 1967, il est très clair que tous les premiers articles sont articulés autour du problème de la violence, de l'appropriation et de l'utilisation d'armes militaires. Si vous prenez le traité de 67, l'article 2 interdit qu'un État s'approprie de manière arbitraire tel ou tel corps céleste, et il précise notamment la Lune, évidemment. Ensuite, la question de l'utilisation militaire est en jeu.
il est interdit de militariser les corps célestes que l'on pourrait éventuellement aborder, mais, et c'est toute l'ambiguïté de la chose, dès l'article 4, il est dit qu'on peut envoyer des militaires dès lors que les buts sont pacifiques et qu'ils profitent au bien commun de l'humanité. Donc c'est quelque chose d'intéressant parce que d'un côté, on nous dit qu'il ne faut pas militariser de manière hostile l'espace, mais de l'autre, dès 67, on nous dit que les militaires sont les bienvenus dans l'espace et qu'à cet égard, ils vont être les garants d'une paix qui serait profitable à l'ensemble de l'humanité. Ces questions-là, évidemment, sont relancées par l'entreprise privée, d'une part de la NASA, qui est privée et non pas publique, et d'autre part par les entreprises de Musk, d'Elon Musk, et notamment avec SpaceX, et la volonté de coloniser Mars. C'est une question qui est très intéressante, puisque Elon Musk, à plusieurs reprises, considère qu'il n'y a aucune raison que si il peut coloniser Mars, Mars obéisse à des lois déjà établies. Donc les traités internationaux déjà en vigueur, aux yeux de Musk, ne concernent pas des choses non terrestres. Donc là, on voit une espèce de conflit juridique qui se met en place entre des traités internationaux et le traité sur l'espace de 67 qui disent que le droit international doit valoir pour la conquête spatiale, et puis les acteurs réels de la conquête spatiale qui ne voient pas très bien, du point de vue juridique, en quoi de tels traités seraient contraignants, par exemple pour la colonisation de Mars. On observe, oui, dans la conquête spatiale, mais je parle des entreprises privées uniquement, en effet, un lien très intime entre l'aspect technologique et une réflexion politique d'assez haute tenue d'ailleurs, puisqu'on voit que Musk a une très bonne connaissance des problèmes que soulève la démocratie, une très bonne connaissance aussi de ce que signifie la contrainte en matière juridique et la possibilité de s'en libérer. Et Musk, on le sait, est plutôt ce qu'on appelle un libertarien, donc une sorte de libéral très hostile au cadre collectif contraignant. Et à cet égard, en effet, Musk essaye de penser un nouveau cadre dans lequel on pourrait expérimenter des choses qui n'ont jamais été faites et qui, de son point de vue, serait une expérimentation d'une liberté à l'état pur. Il y a une idée qu'il essaye de défendre s'il pouvait coloniser Mars, à savoir qu'on pourrait penser des majorités qualifiées à la hauteur de 40% qui révoqueraient les lois qui n'ont plus d'utilité, afin que les lois ne s'accumulent pas et que celles qui n'ont plus de sens puissent être, sur la base de cette majorité qualifiée, supprimées. Donc il y a la volonté qu'il n'y ait pas trop de lois, que le peuple ait la mainmise directe sur les lois existantes et qu'il ne soit pas soumis à des directives transnationales, c'est-à-dire au droit international et aux chartes de l'ONU. Le problème étant, encore une fois, que les chartes de l'ONU et le droit international, du point de vue justement des traités fondamentaux, doivent s'appliquer dans la conquête spatiale. Et qu'en est-il de la place de la Lune dans l'univers ? Alors, dans cette réflexion sur le peuplement de l'univers, et la Lune va occuper un rôle essentiel, au moins depuis Xénophon, qui est un auteur du 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, on a l'idée que la Lune est habitée, on a l'idée qu'il y a des villes lunaires, qu'il y a une civilisation d'habitants sur la Lune, et c'est une idée qui va se transmettre et que vous allez retrouver dans des mythes, évidemment, mais aussi dans des romans, tout au long des siècles. Je vous donne un exemple assez intéressant. L'Arioste, qui est un écrivain fondamental de la Renaissance, dans le Roland Furieux, décrit les habitants de la Lune. Donc on voit la persistance d'une idée à travers les siècles et qui ne se dément pas. Et ça va être l'objet vraiment d'une attention toute particulière au XVIIe siècle, quand Galilée, avec le télescope, va observer sur la Lune les fameuses taches lunaires. Ce qui est un traumatisme parce qu'on imaginait que la Lune était un corps parfait, qui n'avait pas d'aspérité, qui n'avait pas de taches et qui donc aurait dû présenter un aspect parfaitement uniforme. Donc c'est tout à fait anormal dans l'esprit de l'époque. Et Galilée les décrit très bien. Il donne une cartographie lunaire qui est assez précise pour l'époque. Et quelqu'un qui lui est contemporain, qui est un très grand astronome, qui est Kepler, va s'emparer du problème et va essayer d'expliquer, de donner une explication à de telles taches lunaires qui ne sont pas compréhensibles à l'époque du point de vue physique. Et la réponse que Kepler va apporter, qui est un astronome de très grande réputation, va être donnée dans un texte mi-fantaisiste, mi-sérieux. Et il va considérer qu'en fait, ce qu'on considère comme des taches, ce sont les villes. Ce sont les villes lunaires qui expliquent les anomalies perçues. Et donc, il va même aller jusqu'à décrire les habitants, assez monstrueux d'ailleurs, habitants qui craignent le soleil et qui ont construit dans des marécages, qui ont construit dans des grottes, tout un tas de villes pour se protéger du soleil. Alors, ce qui est intéressant avec Kepler, qui mène ce qu'on appelle une sélénographie, c'est-à-dire une explication et une description de la vie lunaire, ce qui est très intéressant, c'est que ces descriptions sont justes. C'est-à-dire qu'il s'appuie
sur les descriptions galiléennes qu'il avait publiées dans le Messager céleste en 1610, mais les explications de ce qui est décrit relèvent d'un texte de fiction. Il fait exprès de publier un texte de fiction pour essayer d'en rendre compte. Mais ça reste néanmoins un très, très clair symptôme de l'envie presque, depuis au moins l'Antiquité grecque, que la Lune soit habitée, qu'elle soit peuplée. Pouvez-vous nous partager votre expérience et notamment ce qui vous a poussé à lever les yeux vers le ciel ? Ce sont deux choses en fait qui se sont passées à peu près au même moment. La première, c'est vraiment très basique, c'est le fait d'avoir vu le film de Spielberg, Rencontre du troisième type, que j'ai trouvé fascinant. Et en travaillant sur ce film, je me suis rendu compte qu'il parlait de gens qui ont réellement existé. Le personnage joué par Truffaut incarne Jacques Vallée, qui est un véritable ufologue et qui s'intéressait à ces questions-là. Et puis l'autre élément, c'est qu'en travaillant des cours sur des questions liées à la religion et au sacré, j'ai eu l'impression que beaucoup de textes, notamment dans la Bible, parlaient beaucoup du ciel, parlaient de choses venues du ciel. Il est très souvent fait mention des armées célestes, de Yahvé. Il est fait mention quand même, je n'ai pas fait de pourcentage, mais un très haut pourcentage de ce qui se passe là-haut. Donc si vous voulez, cette double source m'a intéressé et m'a porté à étudier finalement ce que la philosophie avait pu dire d'éventuelles intelligences qui peupleraient le cosmos et voir à quel moment ça avait commencé. Et je me suis rendu compte que finalement ça commence dès l'Antiquité grecque et bien avant Platon. Des gens comme Xénophon au VIe siècle en parlent, considèrent qu'il peut y avoir des habitants sur la Lune, qu'il peut y avoir des intelligences, pour être précis, bien en dehors de la Terre, et des intelligences qui ne soient pas des anges, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, des intelligences vraiment liées à un corps, des intelligences matérielles, mais qui occuperaient tel ou tel astre, telle ou telle planète, et qui font l'objet d'une spéculation en philosophie depuis les présocratiques, donc les auteurs antérieurs à Platon. Quelles seraient les formes d'une altérité intelligente ? Peut-on imaginer terraformer d'autres corps planétaires ? Est-ce réaliste d'imaginer aller vivre sur une autre planète ? Comment les astronautes pourraient-ils se préparer au mieux à ces missions ? La première chose qu'on peut dire, c'est que, de toute évidence, ce qui serait important, si elles résident ailleurs, c'est de considérer qu'elles ont un corps. Qu'elles ont un corps qui leur donne, si l'on peut dire, une localisation possible, dès lors qu'on imaginerait que certains corps célestes soient peuplés. S'ils sont peuplés, c'est qu'il y a un corps qui permet d'habiter telle ou telle planète ou telle étoile. Après tout, on ne sait pas du tout ce qu'il en est. La deuxième chose qu'on pourrait dire, et c'est un débat en fait qui est très ancien, qui a au moins désormais 70 à 80 ans, c'est est-ce que les lois de la biologie sont les mêmes partout ? Si on considère qu'il y a une certaine homogénéité des développements biologiques, eh bien dans ce cas-là, il n'y a pas de raison particulière pour que le type d'intelligence qu'on découvrirait soit fondamentalement différente de la nôtre, et même le corps. Mais si en revanche on considère qu'il y a un caractère très aléatoire dans la manière dont la vie se développe, dans ce cas-là on peut imaginer des formes extrêmement différentes et des formes profondément déroutantes pour nous, voyez, et peut-être aussi pour eux. Ça, c'est le deuxième point. La troisième chose qui est en jeu, et là, il n'y a aucune solution satisfaisante, c'est évidemment le problème du temps. C'est-à-dire, on a toujours tendance à penser que si ça se trouve, si on trouvait d'autres civilisations, elles auraient pu apparaître bien avant nous, et donc elles seraient beaucoup plus avancées que nous. Et ce qui est intriguant, ce sont deux choses. La première, c'est qu'en général, quand on dit cela, on dit avancer, mais on présuppose avancer technologiquement. Mais c'est un présupposé très lourd. Ça ne veut pas dire être avancé, ça ne veut pas forcément dire être avancé technologiquement, il pourrait l'être spirituellement ou sur d'autres domaines. Et l'autre problème, c'est que nous, évidemment, nous avons une notion du temps, mais on la projette en imaginant que les durées pour lesquelles nous donnons du sens soient exactement les mêmes pour eux. Voyez ? Et donc l'idée du temps est, à mon avis, une idée très humaine qui n'est pas forcément pertinente pour penser un éloignement avec d'autres formes de vie. Donc là aussi, il faut se méfier, pour le coup, de l'anthropocentrisme qui consiste à projeter nos catégories mentales dans des buts d'ailleurs souvent assez anxiogènes, qui consisteraient à dire ils sont tellement plus avancés que nous qu'il serait extrêmement dangereux de rencontrer. Une des questions qui est centrale, c'est le problème en effet de la matérialité des corps. Parce que nous, une des catégories mentales, à mon avis, dont on a beaucoup de mal à se déprendre, c'est le fait que nous associons la matière à l'espace,
au fond, qu'est-ce que c'est que la matière? C'est ce qui occupe une portion d'espace. Est-ce qu'on pourrait penser des formes de matière qui ne soient pas spatialisées ou qui ne soient pas localisées? Alors ça nous obligerait à complètement révolutionner notre vision spontanée de la matière, mais après tout, on pourrait dire que des êtres sont matériels sans forcément être spatialisés. Et dans ce cas-là, on pourrait penser de la matérialité, entre guillemets, éthérée, de la matérialité fluide, et qui ne soit pas vissée, si vous voulez, à quelque chose de spatial ou de local. Et dans ce cas-là, ça permettrait de penser des formes autres de vie, mais qui ne soient pas forcément lointaines. Est-ce qu'on peut façonner finalement l'univers à la mesure de l'homme, donc terraformer éventuellement certaines planètes? C'est un projet qui existe, c'est un projet qui est formulé de manière explicite par Elon Musk, notamment avec la planète Mars qui est l'objet de toutes ces attentions, dans une concurrence et une rivalité avec la NASA d'ailleurs. L'intérêt des propos de Musk consiste à assumer l'usage éventuellement d'armes, notamment nucléaires, pour éventuellement modifier la configuration de Mars et la rendre plus habitable pour des humains. C'est un projet assumé qui, à l'heure actuelle, évidemment, n'est pas compatible avec le droit international, mais son rapport au droit international est compliqué. Donc on a en effet un type de projet comme cela qui existe. On a des travaux et des techniques qui sont en train d'être mises en place pour que ça devienne une réalité dans un horizon, disent-ils, assez proche. C'est-à-dire, dans 10-15 ans, ce n'est pas forcément totalement impossible du point de vue de ce qui est annoncé. Mais quand on entre dans ces domaines-là, on s'aperçoit que ce qui est annoncé et ce qui se réalise est en général assez divergent. En général, ça prend beaucoup plus de temps que prévu, donc il faut se méfier aussi des effets d'annonce qui peuvent être ici ou là dispersés. Il est vrai qu'il y a des problèmes de psychologie liés au fait de ne plus être attaché à la Terre. La Terre donne l'impression d'être notre lieu naturel, notre patrie générale, notre maison commune, comme disait le président de la République. Mais il faut nuancer, je pense, de deux manières. La première manière, c'est que, notamment dans les textes philosophiques depuis l'Antiquité, énormément de philosophes font état d'un sentiment justement d'exil. C'est-à-dire que quand nous sommes sur Terre, beaucoup éprouvent un tel mal-être que ce mal-être pourrait presque traduire le fait que nous ne sommes pas à notre place, que nous sommes en exil sur la Terre et que nous attendons de retrouver notre véritable patrie. Alors on peut le lire du point de vue spirituel, en disant nous sommes tombés dans un corps sur une terre et c'est épouvantable, nous attendons de redevenir des êtres plus spirituels et non liés à un corps ou à une terre. Mais on peut aussi le lire, pourquoi pas, au sens littéral, c'est-à-dire la terre n'est pas véritablement notre patrie, ce n'est pas notre lieu naturel. Après tout, terra, ça ne veut pas dire lieu naturel ni patrie, ça veut simplement dire que c'est sec. Terra, c'est ce qui est asséché ou sec. Par opposition à ce qui est humide et qui n'est pas vivable. Bon, mais on peut tout à fait se sentir vraiment étranger au monde dans lequel nous sommes actuellement. Et je pense que les gens qui ont une très forte pulsion de conquête spatiale sont des gens qui éprouvent ce sentiment très fort qu'on a souvent associé à ce qu'on appelle la gnose dans les premiers siècles du christianisme, d'étrangeté par rapport à la Terre et de volonté de quitter cette Terre où on ne se sent pas si bien que cela. Alors on peut penser le problème de l'usage d'une technologie dans une perspective spirituelle. On peut les opposer, mais on peut aussi peut-être penser une complémentarité pour deux raisons. La première, c'est que, après tout, c'est peut-être l'esprit qui contribue à la production de la technologie, et qu'à cet égard, après tout, la technologie venant des humains, si les humains ont un esprit, eh bien l'esprit est impliqué dans la technologie. Et puis d'autre part parce qu'il y a des pensées russes notamment qu'on appelle le cosmisme qui ont pensé une parfaite complémentarité entre des avancées technologiques et des questions spirituelles. Et à cet égard, dans le cosmisme russe, qui est une pensée qui date de la fin du 19e siècle et qui s'est beaucoup développée au 20e siècle, il y a l'idée qu'on peut, en progressant sur le plan technologique, de mieux en mieux maîtriser l'univers, et l'univers est perçu comme un corps vivant, à l'intérieur duquel notre intégration nous aiderait à progresser spirituellement. C'est-à-dire la technologie permettant de parcourir l'univers ne serait pas, si vous voulez, en opposition à l'ordre normal des choses, mais serait au contraire en intégration dans un corps vivant, l'univers lui-même, et cette intégration dans le corps vivant rétablirait l'unité spirituelle. Y a-t-il une réflexion autour de l'intelligence extraterrestre en philosophie? Kant a beaucoup évoqué la question de l'infini au-delà de la question extraterrestre. Est-ce nécessaire de changer de regard sur la vision de la vie, de la question humaine?
Est-il nécessaire de mettre un visage à un alien dans l'idée du sublime ? Oui, on peut s'appuyer sur la question du sublime chez Emmanuel Kant. Donc Emmanuel Kant est un philosophe du XVIIIe siècle allemand et qui est une des grandes figures des Lumières d'un côté, et en même temps en philosophie sans doute l'auteur qui a le plus pensé la question des êtres raisonnables au-delà de la question humaine. C'est-à-dire, c'est vraiment un auteur qui a essayé de montrer que certes les humains disposent d'une raison, mais qu'ils sont loin d'en avoir l'exclusivité, et donc qu'ils sont plutôt un échantillon d'êtres raisonnables qui très vraisemblablement peuplent l'espace en entier. Et une des réflexions de Kant est consacrée au sublime, qui est une des grandes catégories esthétiques du XVIIIe siècle. Le sublime, de manière générale, indépendamment de Kant, c'est l'idée que quelque chose d'immense vient dépasser ce qu'on peut imaginer. Quelque chose véritablement bouleverse ce dont nous pouvons nous faire une image déterminée et finie. Et chez Kant, quand nous avons affaire à un objet qui nous paraît sublime, en fait, ce qui se passe, c'est que l'imagination se sent écrasée par ce à quoi elle a affaire, et ce sentiment d'écrasement éveille en nous notre véritable destination, c'est-à-dire le fait que nous soyons des êtres raisonnables. Ce qui veut dire par là, c'est que le fait d'être un être raisonnable nous dépasse. Le fait d'être raisonnable est un sentiment d'infini, va bien au-delà du caractère fini des humains et nous apparente à toute une série d'êtres raisonnables qui en effet peuvent être étendus à l'échelle cosmique. Et d'une certaine manière, quand nous regardons la fameuse voûte étoilée dont Kant dit qu'elle fait l'objet de son admiration, la voûte étoilée nous écrase. Elle fait partie du sublime, elle fait partie des choses immenses dont nous ne pouvons pas nous figurer par l'imagination le contenu. Et donc cela éveille un sentiment d'écrasement qui nous rappelle que notre destination véritable, ça n'est pas l'imagination finie d'un simple être humain, mais c'est au contraire cette destination infinie, il l'appelle suprasensible, de la raison, et par laquelle nous pouvons être membres d'une espèce de société cosmopolite, mais cette fois au sens propre, c'est-à-dire à l'échelle de l'univers, à l'échelle du cosmos, qui formerait un ensemble d'êtres raisonnables et qui pourrait être peut-être un jour, sait-on jamais, la véritable destination de la conquête spatiale. Il faut faire attention à l'usage du mot raisonnable chez Kant. Lorsque Kant emploie l'adjectif raisonnable, ça n'a pas du tout le sens d'une espèce de comportement prudent ou modéré spécifiquement humain. Quand il emploie l'adjectif raisonnable, ça désigne des êtres qui sont dotés d'une raison et qui sont capables de développer ce qu'il appelle une loi morale qui n'a rien à voir avec les intérêts concrets humains notamment que l'on pourrait poursuivre. Donc le fait d'être doté d'une raison, cela veut dire qu'on peut s'élever au-delà de nos intérêts concrets et empiriques et penser à l'échelle universelle. C'est-à-dire tout à fait au-delà de ce qui nous apporte un profit personnel ou un profit empirique, c'est-à-dire un profit concret. Et le caractère raisonnable, c'est la possibilité de raisonner à l'échelle universelle, au sens propre du terme. On pourrait parvenir à un paradoxe autour de Kant, c'est que d'une certaine manière, chez Kant, on pourrait y trouver ce qu'on appellerait du transhumanisme, mais pas du tout au sens contemporain du terme, où il s'agirait d'améliorer par la technique les performances des êtres humains, ou de réduire les maladies, ou d'allonger la durée de la vie, mais on pourrait y voir plutôt une espèce d'impératif moral. Et on pourrait considérer que chez Kant, dans la mesure où finalement être humain et être raisonnable, ce n'est pas la même chose, il y a un impératif moral pour l'être humain de s'élever au-delà de lui-même, de s'élever à la hauteur de la raison, et donc de ne plus prendre en compte ses particularités humaines, et de n'être qu'un être raisonnable qui raisonne à l'échelle de l'universel, indépendamment des intérêts humains eux-mêmes. Et de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a quelque chose de transhumaniste, au sens où l'être humain n'est pas le dernier mot de la réflexion de Kant sur les impératifs moraux et sur la loi morale. Et évidemment, le terme doit être interprété avec prudence, puisque ça n'est pas le transhumanisme, encore une fois, technologique contemporain, mais c'est plutôt l'exigence inscrite au fond de la loi morale de ne pas se contenter d'une réflexion qui prendrait l'homme comme mesure de tout. L'homme n'est qu'un échantillon des êtres raisonnables, et moralement parlant, il doit s'élever au-delà de lui-même vers un pur être raisonnable qui ne serait pas limité par des problèmes spécifiquement humains. L'être raisonnable a besoin, dit Kant, d'établir ce qu'il appelle un règne des fins, c'est-à-dire d'établir concrètement une communauté avec les autres êtres raisonnables. À cet égard, il n'est pas du tout invraisemblable d'imaginer qu'on pourrait penser un être raisonnable essayant de former cette communauté
où régnerait ce qu'il appelle le règne des fins, et donc explorant un univers en vue de trouver d'autres formes d'être raisonnable. Ce n'est pas ce qu'il écrit, mais c'est quelque chose qui n'est pas contradictoire avec les idées qu'il défend. Nous arrivons désormais à la fin de cette pensée philosophique et nous espérons qu'elle vous aura enrichi. Retrouvez Thibaut Grèce dans le documentaire « Le jour où les terriens sont devenus extraterrestres » en exclusivité sur INRES TV. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.